Est Rescue. Je travaille à Mulhouse, au SAMU 68, et je suis président de SAMU Urgence de France. Et je parle d'un vrai sujet d'actualité, les ressources médicales dans nos services et paramédicales dans nos services. Alors, la première chose, évidemment, vous le savez tous aussi bien que moi, c'est que c'est un enjeu de taille, un enjeu majeur. C'est une préoccupation de tous les jours dans nos services des urgences. Et la crise qu'on traverse, nouvelle crise démographique qu'on traverse dans les services d'urgence depuis le début de cette semaine avec l'application de la loi RIST, en est encore une fois le reflet. C'est que c'est quand même ce qui décompense ou déstabilise notre système de santé des urgences actuellement. On estime à peu près à 30% les postes vacants médicaux dans nos services. Cette tension, elle est aggravée depuis 2017 avec l'arrivée du DES, dont vous le savez, il n'est plus en capacité d'assurer le renouvellement de nos départs et encore moins l'adaptation de nos maquettes organisationnelles à nos besoins de ressources médicales. Il y a également, depuis quelques années, et notamment depuis l'année dernière, une tension majeure sur les personnels infirmiers, suite à cette vague post-Covid qui a créé la grande démission dans tous les corps de métier, mais tout particulièrement à l'hôpital. Et avant, nos services fermés pour des problématiques de ressources médicales, mais aujourd'hui, c'est également le cas pour les ressources paramédicales. Donc ces fermetures qui étaient exceptionnelles il y a encore 2-3 ans sont devenues notre quotidien. Il suffit de regarder les mails que vous recevez tous les jours en disant à tel endroit, on va fermer partiellement, complètement pendant 1, 2 ou quelques jours. Qu'est-ce qui cadre tout ça? Un référentiel de ressources humaines qui est ancien, qui est inadapté, qui date de 2011, qui avait été publié par SAMU Urgence de France et qui déjà à l'époque avait quelques fragilités, mais aujourd'hui il est complètement inadapté parce qu'entre-temps on a une évolution de la réglementation sur le temps de travail. Entre-temps on a un DES qui est arrivé et qui recadre les choses. On a des nouvelles professions, des nouvelles modalités d'exercice et tout ça doit être revu. Il y a une méconnaissance complète de l'existence, que globalement il n'y a pas de tableau de pilotage vrai. On a des données déclaratives dans la dernière enquête DRES, il y a 10 ans. On a la SAE qui est purement du déclaratif et chacun le déclare comme il veut et on le voit et on en discutera juste après. Et pourtant, cette donnée, elle est majeure, vous l'avez compris, et elle intègre en plus aujourd'hui le financement des urgences. Dans le cadre de la réforme du financement des urgences, vous savez que la dotation populationnelle s'appuie notamment sur la problématique des ressources humaines et on en reparlera juste après. Alors, ça reste pour autant un sujet excessivement complexe. Je vous l'ai dit, on n'a pas de données nationales. On n'a pas de pilotage des RH, c'est-à-dire que pour les années à venir, on ne sait pas combien est-ce qu'il va en falloir l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. On sait globalement le nombre de départs en retraite, mais on ne sait pas les variables d'ajustement. Combien vont passer en temps partiel, combien vont abandonner la filière de médecine d'urgence avant la fin de leur carrière. On a des organisations qui sont excessivement complexes. Dans les hôpitaux, vous avez des spécialistes qui interviennent dans les services des urgences, qui parfois prennent des gardes. Vous avez des intervenants extérieurs, nos intérimaires. Vous avez des médecins qui parfois ne sont pas thésés, donc ne sont pas référencés dans les ressources humaines quand on les calcule. Tout ça rend complètement illisibles les matrices et les tableaux de bord qu'on pourrait avoir s'ils existaient aujourd'hui. Le temps de travail lui-même est variable. Alors on sait qu'on y a une instruction qui date de quelques années qui dit que c'est 39 heures cliniques plus 9 heures non cliniques. Et pour autant, dans les établissements, il y a des établissements qui sont encore en 48 heures ou à 44, à 40, à 39. Donc si on veut lisser, si on veut regarder ce qu'il nous faut pour faire fonctionner un service, c'est encore une fois excessivement compliqué. J'ai dit il n'y a pas de référentiel et il n'y a pas non plus de ratio à l'activité. Vous savez que c'est quelque chose qui est en train d'arriver pour les services d'urgence, pour les autres services de soins. On y réfléchit, le Sénat a travaillé là-dessus. Pour la médecine d'urgence, ça n'existe pas et je pense que c'est un incontournable. On a une activité qui progresse beaucoup plus vite que notre personnel. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les managers de services d'urgence d'arriver à adapter le personnel au vu de l'activité. Vous avez la courbe d'activité sur la diapo et vous voyez bien que nos personnels n'évoluent pas comme ça. Faut-il le faire? C'est une autre question et ça sera d'ailleurs un des propos ultérieurs. On a des travaux descriptifs qui sont réalisés par des ORU, qui sont des espèces de photographies, dont je vais vous présenter quelques exemplaires. Et on a une trame de recueil aujourd'hui qui est proposée par la FEDORU pour essayer de standardiser ce qu'on compte dans nos services. Hop.
Donc par exemple, voilà un des travaux qui ont été réalisés par Est-Rescue, donc en Grand Est, où à partir d'une trame, on arrive à décrire l'organisation d'un service, l'organisation normale telle qu'elle est prévue dans le service. On ne parle pas là des postes qui sont occupés ou pas, et on voit apparaître le nombre de médecins par typologie de poste et la variation sur une semaine complète. Et par exemple, on voit que l'UHCD dans ce service n'est pas assuré le samedi et le dimanche, donc elle repose sur le reste des membres du service. On a également essayé d'estimer cette roue qui représente les classes d'âge des urgentistes, et ça cause dans certains services où on voit qu'il y a beaucoup de jeunes et dans d'autres beaucoup de médecins, on va dire, plus âgés qui, eux, vont avoir plus de mal à assumer le rythme des gardes et qui sont sur le départ également. Et puis on a fait un travail de comparaison entre cet effectif théorique, donc à partir de la maquette organisationnelle, on sait dire combien ça représente de TP, sur du 39 heures évidemment, et puis ce qu'on appelle les ETP estimés, qui sont issus de la matrice de calcul de la DGOS que je vous présenterai juste après. Autre travail différent fait par l'ORU Occitanie, où de la même façon, on a la description pour chaque service par corps de métier, avec ces petits graphiques sur votre droite, et qui ont également été recensés cette année, le nombre de médecins manquants, tel qu'estimé par le service, et on voit qu'ils ont 216 postes temps plein de médecins manquants sur l'Occitanie, pour un effectif théorique calculé d'un petit peu plus de 2000 médecins. Et on a les mêmes typologies de calcul pour les personnels paramédicaux, évidemment. Autre représentation, celle faite par le réseau Bretagne Urgence, où on retrouve toujours ces fameux graphiques, et on voit là, par exemple, 2 CHU, et on voit l'impact des internes. Les internes, c'est le vert foncé. On voit ce qu'ils peuvent représenter comme masse dans le fonctionnement du service, de jour et de nuit d'ailleurs. Hein. On a quand même une alternance qui est effrayante. Et ce sont 2 CHU, alors qui n'ont pas tout à fait la même activité. Mais en tous les cas, on voit qu'on ne parle pas de la même chose en termes de performance de fonctionnement liée au nombre de médecins sur le fonctionnement au quotidien. Ils ont également symbolisé sur une droite de régression le nombre de postes à l'activité. Et on voit que globalement, même sans référentiel, on a quelque chose qui ressemble à une répartition homogène et qui peut donner une idée de ce qu'il nous faut pour fonctionner à peu près correctement. Mais là, encore une fois, il faudrait intégrer aussi tous ces intervenants extérieurs, comme j'ai dit, les spécialistes qui peuvent intervenir dans les services, ou les internes qui ne sont pas prévus dans cette droite. Autre représentation, celle de la Nouvelle-Aquitaine, où là, si vous cherchez un poste, vous savez là où il y en a, et vous pouvez vous adresser à Laurent, il vous donnera les coordonnées. Là aussi, on a un effectif théorique de 1000 et près de 300 postes vacants. Je vous parlais de cette fameuse matrice, c'est la matrice qui existe depuis 2015, qui a été le fruit d'un travail de la DGOS, qui calcule à partir d'une activité urgence et d'une activité SMUR, l'effectif théorique que vous devriez avoir dans votre service pour fonctionner. Un travail qui a été fait évidemment avec des datas qui étaient préexistantes, qui ont été moulinées pour arriver à donner ces formules un petit peu compliquées comme ça. Mais quand on les utilise en réel, on se rend compte qu'assez facilement, il y a quelque chose qui se décline et qui donne, à partir de votre ratio d'activité, à peu près la cible qui est celle attendue. Alors, c'est une cible qui est d'autant plus importante que c'est exactement cette matrice qui aujourd'hui alimente le calcul de la dotation populationnelle de vos établissements. Donc, c'est l'argent qui arrive dans votre service. Donc, il est bien important de regarder comment est-ce qu'on se situe, avec 2 zones qui ont donné lieu à des recommandations d'interprétation, parce que l'ARS, dans le cadre de la dotation populationnelle, vous savez qu'elle a son mot à dire, la répartition de la dotation populationnelle. Et donc, la zone bleue, c'est les tout petits services dont, depuis 2018, vous savez que, normalement, quand il y avait un SMUR et un service d'urgence, jusqu'à 2018, on n'avait pas le droit d'avoir moins d'un médecin présent H24, et donc il fallait avoir 2 médecins pour faire SMUR et urgence. Et dans ces tout petits services, maintenant, on a l'autorisation de ne pas avoir d'urgentiste quand le SMUR est sorti, si tant est qu'on organise la continuité des soins, de la prise en charge des patients qui s'y trouvent. Donc c'est cette partie bleue, et la partie orange, c'est une partie de services un petit peu intermédiaires qui sont fragiles, parce qu'en fonction de là où ils se trouvent, ils peuvent avoir besoin de ressources supplémentaires, et notamment quand ils sont très éloignés de leur centre de référence, parce qu'ils ont des transferts secondaires compliqués et longs à mener, et qui ont un impact très lourd sur leur organisation quand leurs effectifs sont mutualisés.
mutualisé. On a la même chose pour le personnel paramédical, donc de la même façon, on sait déterminer quel est le nombre d'infirmières qu'il faut à partir de cette activité-là. Alors on a fait un petit travail au sein de la FEDORU où on a rassemblé les données RH de 4 régions, Grand Est, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ce qui représente 190 établissements de santé sièges de SAU. Alors il y en a un petit peu plus, mais toutes les données n'étaient pas suffisamment pertinentes pour être utilisées. Donc là c'est sur 190 qu'on a fait ces statistiques, qui représentent à peu près 5 millions de passages et 190 000 sorties. Donc on a quand même quelque chose d'assez représentatif sur le territoire national. On a dans cette catégorie, dans ces 190 établissements, 66 services d'accueil des urgences purs, qui ne font que de l'accueil des urgences, donc sans SMUR. Et vous voyez se répartir sur ces 3 graphiques ceux qui sont moins de 12 000, qui sont catégorisés comme petits services des urgences, les 12 000, 30 000 et les plus de 30 000. Et vous voyez sur les 3 couleurs de ces camemberts apparaître la cible de la matrice des GOS. Donc ce qui sont en gris foncé, c'est la cible, donc 55 pour les 17 moins de 12 000 passages, 33 et 25. Et puis vous avez ceux qui sont inférieurs à la cible, c'est le bleu foncé. Donc on a un sentiment que globalement ces services d'urgence qui sont seuls, eh bien, qui ne font que des urgences, pardon, sont plutôt inférieurs à la cible, de manière assez marquée. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas, et quand on regarde un petit peu quels sont les services qui sont dedans, on se rend compte notamment que 55% des cliniques sont inférieures à la cible. Donc là où on leur donne par exemple 2 médecins dans la matrice, ils n'en ont qu'un seul. Vous savez la raison, hein, c'est qu'on a une typologie de patients qui est différente et qu'on a une activité à l'acte qui intéresse une organisation qui est un petit peu différente. Mais ça pose la question du service rendu à la population et au territoire. Si on regarde les SAU SMUR, ça représente 119 services. De la même façon, on a fait le même travail. Donc on compare le théorique à la cible de la matrice. Et on se rend compte que là, cette fois, on a beaucoup plus de services qui sont dans la cible et un petit peu moins qui sont inférieurs à la cible. Alors il y a quelques services qui sont supérieurs à la cible. On a été regarder un petit peu qui ils étaient. Et on se rend compte qu'on a une hétérogénéité liée à des organisations territoriales. C'est par exemple le SAMU qui va porter des ressources du SMUR d'à côté. Et donc, ils sont comptés dans les effectifs du SAMU, alors qu'ils exercent dans le SMUR d'à côté. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a une hétérogénéité de données, c'était un petit peu le propos introductif, mais là on le prouve, sur la typologie d'activité, c'est-à-dire qu'on ne compte pas la même chose dans les services des urgences. Et quand vous avez un service des urgences qui fait que de l'accueil médical non traumatologique, de la même façon, ce n'est pas la même charge de travail, ce n'est pas le même aval, ce n'est pas la même complexité. On a donc cette problématique de typologie d'activité, de patients, on l'a dit notamment pour le privé, et d'environnement, parce qu'un service qui est isolé sur son territoire ne va pas avoir la même charge et les mêmes besoins qu'un service qui est sur une agglomération où il y a plusieurs services d'urgence. On a la problématique de l'organisation territoriale, on l'a dit un petit peu pour ces services supports où on va avoir des problématiques pour décompter à droite et à gauche et un impact fort sur la disponibilité de la ressource sur l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui où ça ferme, pourquoi ça ferme, si c'est parce que c'est une problématique de ressources ou autre. Et là aussi, on ne sait pas le calculer dans les matrices qu'on utilise. En conclusion, je vous l'ai dit, ce sont des données qui sont aujourd'hui absolument pas structurées, qui sont excessivement fragiles, donc difficiles à interpréter et à utiliser pour faire du pilotage. On a de nombreux facteurs qui sont impactants, notamment dans la matrice de calcul, mais aussi quand on compte dans nos propres services. Et c'est pour autant une composante qui est majeure dans nos services des urgences et qui nécessite sans aucun doute qu'on s'intéresse de près à la création d'un outil qui permette non seulement d'avoir des remontées de données qui soient homogènes pour qu'on puisse les comparer les unes aux autres, mais aussi des données qui puissent servir au pilotage de l'avenir. Je vous remercie.